sœur Hajer Geldish à la barre. Vous avez la parole, madame. Monsieur le Président, distingués membres de la Cour, c'est un honneur pour moi de représenter l'Union africaine, une organisation comptant 55 États membres. En ce dernier jour de plaidoirie, dans le cadre de la présente procédure consultative, il importe de rappeler le contexte historique et les circonstances tragiques qui ont poussé l'Assemblée générale des Nations unies à demander, une fois de plus et regrettablement pour la communauté internationale, un avis consultatif à la Cour sur la situation des territoires palestiniens occupés. L'histoire de la Palestine est une histoire de dépossession, de déplacement, de déshumanisation. C'est l'histoire d'une injustice. C'est la tragédie d'un peuple qui, depuis plus de 7 décennies, est systématiquement soumis et opprimé par le projet colonial israélien, dont l'objectif est d'établir un contrôle complet et exclusif sur l'ensemble du sol de la Palestine, de refuser au peuple palestinien son droit inaliénable de l'autodétermination et de le priver de son droit à vivre librement sur sa terre natale. L'agression israélienne en cours contre Gaza témoigne de cette tragédie. Une population de plus de 2 millions de civils innocents et sans défense est victime d'une campagne de mort et de destruction aveugle, conséquence de la punition collective exercée par la puissance occupante depuis des décennies. C'est pourquoi, lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine, qui était tenue les 17 et 18 février 2024, les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine ont exprimé, je cite, leur indignation totale face à la catastrophe humanitaire provoquée par les forces israéliennes dans la bande de Gaza et leur soutien total au peuple palestinien dans la lutte légitime qu'il mène contre l'occupation israélienne. Les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine ont aussi dénoncé, je cite, les mesures de punition collective contre les civils, en particulier les tentatives de transfert forcé de la population de Gaza. Par conséquent, l'agression d'Israël contre Gaza n'est rien d'autre qu'une tentative honteuse de créer une nouvelle Nakba, une nouvelle catastrophe destinée à effacer la présence palestinienne en Palestine. En effet, il y a quelques semaines à peine, cette Cour avait reconnu le grave péril auquel est confronté le peuple palestinien à Gaza lorsqu'elle a déterminé que l'Afrique du Sud, un des États membres de l'Union africaine, avait établi la plausibilité de son allégation selon laquelle Israël commettrait un génocide. Rien ne peut justifier les souffrances et les horreurs inexprimables infligées à la population gazaoui. Tel est l'essence de la tragédie palestinienne. Depuis plus d'un siècle, le peuple palestinien endure une succession de Nakba, de la déclaration Balfour aux guerres de 48, de 56, de 67, de 82, en passant par l'établissement et par l'expansion des colonies de peuplement israéliennes et la construction du mur de séparation. À chaque moment de l'histoire, les Palestiniens ont été victimes d'assujettissement, de déplacement, de dépossession. L'escalade de la violence et l'impitoyable machine de guerre dévastent
sans cesse la population israélienne. Écoles, lieux de culte, habitations, hôpitaux sont réduits à néant, ne laissant derrière eux que la fumée des bombes qui continuent de pleuvoir sur Gaza. Par miracle, des enfants naissent sous les décombres, mais leur vie reste en sursis étant donné la famine qui les afflige. Des familles endeuillées survivent sans eau, sans nourriture ni électricité et voient jour après jour leurs espoirs, leurs rêves et leur destin disparaître à jamais sous les ruines. La conscience de l'humanité ne l'oubliera jamais. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, la présente procédure consultative vise à empêcher cette nouvelle injustice résultant non seulement de la force des armes, mais aussi des pratiques israéliennes, comprenant l'annexion de jure et de facto des territoires palestiniens, l'implantation illégale, la modification du caractère démographique de Jérusalem, ensuite la confiscation et la destruction des biens des Palestiniens, l'expropriation des terres des Palestiniens, la construction de routes, de contournements et l'entretien du mur de séparation. Le fait que ces pratiques israéliennes dans les territoires palestiniens occupés se poursuivent et s'accélèrent est le résultat de l'impunité dont profite Israël et de son mépris du droit des gens et des normes de jus cogens qui sont opposables erga omnes. Ce mépris s'illustre par exemple par la décision d'Israël d'ignorer l'avis consultatif de cette Cour concernant le mur de séparation, où les innombrables résolutions adoptées par les organes de l'ONU ayant documenté ces violations du droit international. La présente procédure consultative est l'occasion d'enfin tenir Israël responsable de ces actes, mais aussi de mettre fin immédiatement à son impunité et de faire respecter le droit international général, le droit international humanitaire et le droit international des droits humains. Par ailleurs, l'Union africaine participe à cette procédure parce qu'elle se sent investie d'une responsabilité particulière à l'égard du peuple palestinien. Ses États membres ont émergé du fléau colonial, ont mené la lutte contre l'apartheid et la discrimination raciale et ont défendu la cause de l'autodétermination. Notre présence aujourd'hui reflète le sentiment exprimé par les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine qui avaient souligné, je cite, « l'importance majeure de la juste cause de la Palestine et la constance de notre position de soutien fondée sur nos valeurs communes contre le colonialisme, l'oppression et l'apartheid, et la solidarité historique de l'Afrique avec le peuple palestinien dans sa quête légitime de liberté et d'un État indépendant. » Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, à l'occasion de l'avis consultatif de la Cour sur l'archipel des Chagos, l'Union africaine a été témoin de l'autorité et de l'impact des décisions de la Cour. Cet avis a contribué à quasiment mettre fin à l'une des dernières formes vivantes de colonialisme en Afrique. Comme dans cette affaire, la question devant vous ne porte nullement sur un contentieux opposant deux parties égales, mais une situation asymétrique dans laquelle un peuple opprimé est confronté à une puissance occupante. La Cour saura donc confirmer, de la même manière que dans l'affaire Chagos, le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à la liberté, et à faire en sorte que l'État de Palestine
soit en mesure d'exercer sa pleine souveraineté et son indépendance sur ses territoires de Cisjordanie, de Gaza et sur sa capitale, Jérusalem-Est. Avant de demander humblement à la Cour de donner la parole à mon collègue, le professeur Mohamed Hilal, j'aborderai la question de la compétence. Nos observations à cet égard seront brèves. La grande majorité des participants avait dit, d'ailleurs, que la présente procédure, pratiquement, il n'y a rien qui s'oppose à l'exercice par la Cour de sa fonction consultative. C'est une position que l'Union africaine partage pleinement et entièrement. En effet, la Cour a déjà confirmé sa compétence dans le cadre de la demande d'avis consultatif portant sur la même situation factuelle dans l'avis sur le mur, et il n'y a aucune raison de s'écarter de son analyse. De plus, la jurisprudence de la Cour a affirmé à de nombreuses reprises que la nature politique d'un différend n'a aucune incidence sur le devoir de la Cour de répondre aux questions d'ordre juridique par l'Assemblée générale qui lui ont été posées. Par ailleurs, la Cour dispose d'une abondance de preuves et d'éléments factuels qui lui permettent de rendre un avis consultatif. Enfin, l'existence d'un processus de négociation ne saurait justifier l'usage par la Cour de sa discrétion de ne pas rendre cet avis consultatif. Et contrairement aux allégations de certains intervenants, l'avis de la Cour, loin de compliquer ce processus, par ailleurs au point mort, ne pourra que le renforcer en clarifiant les obligations et les conséquences juridiques pour toutes les parties. Pour conclure ma présentation, je voudrais rappeler les propos de Nelson Mandela, quelques années après la libération de l'Afrique du Sud. Il a lancé un avertissement qui nous concerne tous. Je cite, « Having achieved our own freedom, we can fall into the trap of washing our hands of difficulties that others face, yet we would be less than humans if we did so. » Et c'est dans cet esprit qu'il avait prononcé les mots qui continuent de résonner dans les rues du monde entier. Aujourd'hui, our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians. Monsieur le Président, je vous prie maintenant de bien vouloir accorder la parole à mon collègue, le professeur Mohamed Hilal. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je remercie Madame Geldic